Bonjour, c'est l'heure de votre rendez-vous culturel lifestyle. Nous allons ensemble faire le tour de ce qui fait le buzz sur la scène Arty aujourd'hui. Nous irons à Ramallah suivre l'Oktoberfest, ce festival made in Germany, très alcoolisé, s'y tient malgré les pressions. Nous partirons ensuite aux États-Unis, dans l'univers ultra luxueux de la nouvelle pub du parfum Dior, Dior qui secoue son image. Et puis enfin, nous parlerons d'art et politique avec la Biennale d'art contemporain d'Istanbul. Elle ferme ses portes à la fin du mois. Merci d'être fidèle à i24 News. On commence avec les news. Jean-Louis Trintignant se retire définitivement de la scène. Il l'a dit, de sa voix si particulière, une voix perverse et douce à la fois. Je vous propose de l'écouter, cette voix-là, dans cet extrait de Ma nuit chez Maud, signé Romer. Non, je disais que je n'aimais pas Pascal parce que Pascal a une conception du christianisme très particulière, qui d'ailleurs a été condamnée par l'Église. Pascal n'a pas été condamné, en tout cas pas les pensées. Mais le jansénisme... Jean-Louis Trintignant arrête donc, il l'a annoncé à Vannes en France. Ce n'est pas la première fois qu'il annonce son retrait, mais il semble cette fois-ci que c'est la bonne. Trintignant, quelques dates, c'est vertigineux, 82 ans, plus de 130 rôles, un physique inquiétant et séduisant. Il est apparu en pleine lumière avec Bardot dans Et Dieu créa la femme. Trintignant, c'est une vie de théâtre, de films, de récompense et de drame. La perte de sa fille, Marie. Son dernier film, titré Amour de Heineke, a été primé au Festival de Cannes. Récompensé au César, reçu l'Oscar du meilleur film étranger. On serait tenté de lui demander de ne pas arrêter. Changement de style au MIP à Cannes. À cette 50e édition, les quelques 4000 acheteurs du monde entier se ruent non pas sur les grosses productions, mais sur les petits programmes tout différents. Ainsi, un documentaire écologique titré Harmonie, lu par le prince Charles, a fait un tabac chez les Américains. En France, c'est M6 qui a racheté un jeu israélien, un jeu titré Koravaba. C'est un jeu interactif qui se fait en direct via des applications. Nous partons maintenant à Ramallah. Est-ce que c'est du courage, de l'obstination ? Depuis plusieurs années, un brasseur arabe chrétien y organise l'Oktoberfest. C'est un festival inspiré de l'Oktoberfest allemand qui célèbre l'alcool, la fête et la musique. Malgré les pressions, il a bien lieu et sert à ouvrir les frontières et les esprits. L'alcool à consommer sans modération. Pour une fois, c'est signé Avery Rosenzweig avec Sandy Fortis. L'Oktoberfest est célébrée aux 4 coins du monde, mais celle-ci risque de faire froncer quelques sourcils. Aujourd'hui, c'est l'Oktoberfest. Cette année, on l'a fête à Ramallah. Tout le monde est heureux et on adore ça. Santé! L'Oktoberfest de Ramallah, célébré cette année dans un hôtel du centre-ville, existe depuis quelques années. Nadim Khoury, propriétaire de la brasserie de la bière Taïbé, en est à l'origine. Son objectif, stimuler le tourisme dans la région. Et ça marche. L'année dernière, quelques 16 000 personnes sont venues fêter l'Oktoberfest dans les territoires palestiniens, parmi lesquels des diplomates israéliens, palestiniens et étrangers. Je suis fier de pouvoir offrir une bière palestinienne à mes amis étrangers. Tout le monde semble bien s'amuser, mais l'organisation de cette petite fête n'a pas été une simple affaire. L'Oktoberfest devait avoir lieu à Taïbé, village d'origine de Nadim Khoury. Les festivités ont toutefois dû être déplacées en raison de tensions entre le propriétaire de la brasserie et les représentants de la ville. Les membres du conseil ont évoqué les coûts élevés des services de sécurité. Nadim Khoury pense quant à lui que le succès de sa brasserie les dérange et qu'ils ne veulent pas d'étrangers chez eux. Mais au final, l'Oktoberfest a tout de même eu lieu et le grand gagnant de cette histoire est évidemment la ville de Ramallah qui se délecte de la flopée de touristes venus partager quelques pintes de bière bien fraîches. Changement de décor maintenant, nous partons dans le monde merveilleux du luxe. Vous avez certainement vu la nouvelle pub Dior pour son parfum avec Robert Pattinson. C'est suave, voluptueux, mais pas que. Pour cette pub, la maison a fait appel à tout ce que compte d'underground et de rock'n'roll. Décryptage, David Gomba. Si vous avez des adolescents à la maison ou que vous avez gardé votre âme d'adolescent, vous reconnaissez sûrement ce visage d'ange, Robert Pattinson. Succédant à Jude Law, il devient la nouvelle égérie du parfum Dior Homme. Après les vampires de Twilight, Rob change de registre et pose viril et désinvolte dans une nouvelle campagne tout à fait décapante.
La très chic maison Dior a bousculé ses codes du bon chic bon genre. Robert Pattinson est donc le choix rêvé. Aux côtés de l'acteur british, on retrouve la mannequin et icône fashionista française Camille Rove Pourcheresse. Côté réalisation, le casting est également inhabituellement provocateur. Le clip est signé Romain Gavras. Celui qui est accessoirement le fils de Costa Gavras n'a plus besoin de faire ses preuves. Connu pour ses clips polémiques et ultra-violents, il a travaillé pour les plus grands, Justice, M.I.A. ou encore Jay-Z et Kanye West. Pour Gavras, voilà une occasion en or de se refaire une image plus classique. Il livre ici un film tout en sensualité, d'une esthétique raffinée et sulfureuse. Chic et choc, jet set et rock'n'roll, cette publicité en noir et blanc est d'ores et déjà une œuvre d'art. Mais la maison de l'avenue Montaigne ne s'est pas arrêtée là. Pour les photos, c'est la très arty Nan Goldin qui est appelée en renfort. De l'ambiance trashy new-yorkaise des années 80, la célèbre photographe est passée à une ambiance plus cosy et tamisée. C'est somme toute un Robert Pattinson assez classique qu'elle a voulu montrer. S'inspirant du portrait de Paul Camus par le peintre américain Lucioni, elle fait ressortir chez l'acteur anglais sa jeunesse et sa détermination. Avec cette nouvelle campagne, Dior a su insuffler un vent de jeunesse empreint de soufre et allier modernité et classicisme. À n'en pas douter, les clients, eux, vont adorer. Vous suivez le Culture Mag et vous n'avez pas tort. Nous allons aller à Istanbul, suivre la Biennale d'art contemporain et puis nous parlerons Trash TV ensuite. Mais pour l'instant, voici les highlights, les expos dont il faut avoir entendu parler à défaut de les avoir vus. When Britain Went Pop, la première exposition consacrée à l'art populaire au Royaume-Uni, a été inaugurée à Londres. Vous y retrouverez des œuvres des artistes british les plus influents comme Richard Hamilton, David Hockney ou encore Peter Black, ceux qui ont su flouter les frontières entre les arts populaires et classiques. Une exposition à voir dans les nouveaux locaux de Christie's jusqu'au 24 novembre. Le musée de l'Orangerie à Paris consacre une exposition au couple de légende Frida Kahlo et Diego Rivera, une exhibition qui retrace à la fois la vision artistique mais aussi la relation compliquée du couple mexicain. Les autoportraits et fresques murales exposées font de cette rétrospective le plus grand événement sur Frida Kahlo de ces 15 dernières années à découvrir jusqu'au 13 janvier. Le festival annuel Indie Negev, c'est du 10 au 13 octobre dans le désert du Negev. Cet événement musical incontournable réunit le meilleur de l'art et de la musique indie. Au programme cette année, la révélation soul Esterada, The Apples et le groupe de rap arabe israélien System Ali. La plus importante manifestation d'art contemporain turc va fermer ses portes à la fin du mois. La Biennale d'art d'Istanbul voulait, pour son édition 2013, ouvrir l'art à l'espace public. L'actualité politique l'a rattrapé. 2 morts pendant le vernissage, des manifestations sur la place Gezi. Retour sur une biennale pas banale. David Gomba. Souvenez-vous, c'était en juin dernier. À Istanbul, des milliers de Turcs se rassemblaient dans le parc Gezi pour protester contre la construction d'un centre commercial à la place de l'espace vert. Des manifestations qui s'étendent rapidement au pays entier, dégénérant en véritables émeutes. Des événements historiques qui, comme souvent dans ces moments-là, ont suscité une véritable vague créatrice chez les artistes de tous bords. Se mettent en place alors de nombreux happenings culturels, à l'instar de ces hommes debout, immobiles, une façon de contourner l'interdiction de rassemblement. Un engouement artistique au cœur de la Biennale Stambouliote dont les portes sont ouvertes depuis la mi-septembre. Une biennale en forme de réflexion sur la liberté d'expression dans l'espace public. Nous avons posé de nouvelles questions sur le sens de l'espace public. Nous avons décidé de créer un espace autonome et libre dans lequel nous pourrions tester une vie en communauté et pour la mettre à l'épreuve, nous nous sommes rassemblés pour aborder la question de la politique à l'intérieur de l'art. L'aménagement de l'espace public, les évolutions de la société turque, des thèmes qui manifestement suscitent l'engouement des visiteurs. Ça parle vraiment au public parce que cette exposition traite de la transformation urbaine d'Istanbul. Une transformation urbaine violente qui menace par exemple ce bâtiment, l'espace principal qui abrite la Biennale.
Cet entrepôt, qui accueille une partie de la biennale, est promis à disparaître rapidement au profit d'un hôtel ou d'un centre commercial. L'art analyse la politique, mais la politique, elle, rattrape bel et bien l'art. Faire l'amour en public, c'est de l'exhibitionnisme. Et d'ailleurs, selon un sondage du site Marie-Claire, ça excite 15% de la population française. Mais faire l'amour à la télévision, devant tout le monde, c'est quoi? Eh bien, c'est la question à laquelle Sandy Fortis a tenté de répondre avec ce sujet consacré à une nouvelle émission titrée Sex in the Box. We're going to tackle those tricky questions. Sexbox, l'émission qui fait scandale. Le concept, un couple s'isole dans une immense boîte sur un plateau télé, fait l'amour et vient immédiatement en parler avec des sexologues devant des milliers de téléspectateurs. Avant même sa première diffusion, ce TV show britannique a fait le buzz. Les critiques fusent, le concept osé ne séduit pas tout le monde. Pourtant, les responsables de Channel 4, qui diffusent le programme depuis le 7 octobre, le considèrent plutôt comme un programme sérieux. Ce programme fait partie de notre campagne pour le vrai sexe, une sorte d'antidote contre la pornographie. Il y a donc un objectif sérieux derrière cette émission, mais c'est aussi un peu provocateur, délibérément, évidemment. Ce qui dérange le plus, ce sont les relations sexuelles en live, un passage pourtant nécessaire selon l'une des sexologues de l'émission. On a tendance à modifier les événements avec le temps. Donc si l'on entame une discussion immédiatement après l'avoir fait, c'est plus clair dans nos têtes. Les réponses seront plus honnêtes. Les détracteurs doutent toutefois de l'honnêteté des participants devant une caméra de télévision. Comment le sexe dans une boîte à la télévision peut-il être réel? Je doute qu'une discussion sur les relations sexuelles puisse être pertinente dans un environnement aussi artificiel. Le public aussi est partagé, certains sont choqués, d'autres y trouvent un côté éducatif pour un sujet généralement tabou. C'est plutôt choquant. Je ne pense pas que je regarderai l'émission. On n'aborde pas facilement ce sujet avec nos enfants, alors ça peut être utile finalement. Malgré le buzz, la première de l'émission est loin d'être un carton. La presse britannique a vivement critiqué le show. Le Daily Telegraph a même été jusqu'à la qualifier de pire programme TV vu depuis longtemps. Le public aussi a boudé l'émission. Moins d'1 million de téléspectateurs étaient devant leur poste pour le lancement. Un score largement en dessous de la moyenne de la chaîne sur cette case. Sexbox ou le sex flop de Channel 4. Sandy Fortis, bonjour. Sexbox, vous avez choisi le bon sujet. Dites-moi, la télé dépasse pas un peu les bornes, là? Alors oui, et cette émission avait déjà fait beaucoup parler d'elle avant même sa diffusion, mais elle est loin d'être la plus trash. Les chaînes de télé des 4 coins du monde en regorgent. Les sujets principaux, évidemment, la drogue et le sexe. On a par exemple une émission qui s'appelle Spuiten and Slinken aux Pays-Bas, traduisée par Injecte et Aval. Donc oui, le titre est assez évocateur, exactement. Le principe de présentateurs qui se livrent à toutes sortes d'expériences, un au niveau des drogues et l'autre au niveau du sexe avec différents partenaires. Et il vient nous faire un petit compte-rendu. Alors toujours dans le même genre mauvais goût, on a Wang van Netherlands. C'est une compétition entre des étrangers qui sont en passe d'être expulsés par la justice. Le gagnant remporte un chèque de 4 000 € qu'il pourra dépenser dans son pays. Après, certains shows sont plus tournés vers la peur ou encore le morbide, un petit peu. Ah oui, on a par exemple Anatomy for Beginners, qui se veut être un programme éducatif, mais pour lequel on utilise de vrais cadavres disséqués en plateau. C'est absolument épouvantable. Est-ce que, Sandy Fortis, ce genre d'émission pourrait arriver, je rigole mais c'est pas drôle du tout, est-ce que ce genre d'émission pourrait arriver en France? Alors ça dépend, la France est plutôt sage sur le sujet. Les chaînes hertziennes ne veulent pas de ce genre de programme, le CSA veille aussi. La télétrash, elle n'est pas vraiment existante. Les seules chaînes qui puissent diffuser quelque chose qui s'en rapporte, ce sont les chaînes de la TNT qui achètent les programmes étrangers, où on trouve les genres d'émissions comme les Ch'tis à Hollywood ou l'île des vérités, où le niveau vole très très bas, avec des fautes de grammaire à toutes les phrases et des disputes plus ou moins violentes entre les candidats, toutes les 5 minutes. Donc en France, ça a l'air d'aller, ce qui veut dire qu'à l'étranger, c'est nos limites. Franchement, on peut se poser la question. Certaines fictions ont justement traité le sujet. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Live avec Eva Mendes. En fait, elle joue le rôle d'une prodigitrice télé aux dents longues qui veut révolutionner la télévision avec une émission qui va faire exploser les scores d'audience. Le thème de l'émission, c'est la roulette russe. Donc, il y a plusieurs candidats qui viennent
jouer à la roulette russe sur le plateau. Et les vainqueurs remportent 5 millions de dollars et le perdant perdra la vie. Bon, Sandy Forti, je vois que vous n'avez pas potassé votre sujet du trash et du sexe. Si l'on devait choisir une émission un peu hard comme ça, laquelle ? Alors moi je dirais The Big Donor Show. C'est en fait un principe assez quand même poussé. Une jeune femme atteinte d'un cancer en phase finale doit choisir le candidat à qui elle donnera son rein. Bon, plus tard on a appris que c'était quand même un canular qui était censé sensibiliser pour le don d'organes, mais c'est quand même de mauvais goût. Bon, merci Sandy Fortis. Allez, on va se quitter avec de meilleures choses, plus intelligentes. Cette image, bravo à Alice Munro. On attendait Philippe Roth ou Murakami, eh bien c'est elle qui vient de remporter le prix Nobel de littérature. Alice Munro, 82 ans, qui avait annoncé il y a presque un mois qu'elle arrêtait d'écrire. Son dernier livre, Trop de bonheur, est publié aux éditions de l'Olivier. Merci de votre fidélité.